Oh, ah, ce film. Putain, j'en ai des frissons, quoi. Ah putain, Star Wars, quoi, c'est génial. C'est vrai que Oh putain. Star Wars, c'est un truc, ça vieillit pas. Indémodable. Ça n'a pas vieilli simplement, mais Star Wars, c'est la base de tout. Non, C'est la base du cinéma, quoi. Le cinéma n'existerait pas Il y sans avait Star des Wars, choses, quoi. le cinéma existait avant Star Wars. C'est pas Star Wars Oui, non, mais qui est c'était pas arrivé la d'un même coup et chose, qui a quoi, tout c'était des révolutionné. trucs moyens, Faut pas non quoi, plus c'est- pousser le truc. Ouais, oui, il n'y avait pas vraiment oui, de film de si. science-fiction. Il y avait des films de science-fiction avant Star Wars. Bon, vu que t'as l'air d'avoir oublié pas mal de choses, je vais te rafraîchir la mémoire. Voici un exemple. En 1968, Franklin Schaffner adapte au cinéma le roman de Pierre Boulle, La planète des singes, roman directement inspiré des travaux de Charles Darwin et sa théorie de l'évolution formulée en 1859, des feuilletons romanesques Les Aventuriers du ciel, un prototype français de space opéra écrit par Marcel Priolet, ou encore Les animaux dénaturés, publié en 1952 par Jean Brûleur. Au scénario, nous avons d'un côté Rod Serling, créateur de la série La Quatrième Dimension, l'un des plus beaux exemples de créativité de la télévision américaine. D'ailleurs, en 1983, Steven Spielberg, Joe Dante, John Landis et George Miller lui rendront hommage en réalisant un film du même nom. Et d'un autre côté, nous avons Michael Wilson, qui avait déjà œuvré sur des films comme Lawrence d'Arabie ou Le pont de la rivière Kwai, autre adaptation d'un roman de Pierre Boulle. Alors comme tu as l'air d'avoir oublié tous les films qui ont précédé Star Wars, permets-moi de te résumer brièvement La planète des singes. C'est l'histoire de 3 astronautes qui quittent la Terre en 1972 à bord d'un engin spatial. Traversant l'espace à la vitesse de la lumière et après un voyage de plus d'1 an, leur vaisseau s'écrase sur une planète inconnue en 3979. Ils découvrent alors que ce monde est dirigé par des singes évolués, chassant des hommes primitifs comme du vulgaire bétail. À sa sortie, le film va être accueilli avec succès. Et ce succès va donner quelques idées à la société de production, puisque derrière elle va produire 4 suites au cinéma, une série en 1974, une série d'animation en 1975, Tim Burton va en faire un remake de merde en 2001, avec en plus Charlton Heston qui joue un singe mourant, triste fin de carrière, ou en 2011 on va avoir une trilogie préquelle tournée avec la nouvelle technologie de la motion capture. Je suis désolé mec, mais un film, un exemple, ça veut pas dire que j'ai tort. Ok, très bien. Je vais te parler d'un autre film alors. En 1964, après Dr. Folamour, Stanley Kubrick décide de s'attaquer à un nouveau genre, la science-fiction. Et il est bien décidé à adapter sur grand écran la nouvelle La Sentinelle, publiée en 1948 par Arthur Charles Clarke. Cette nouvelle raconte l'histoire d'une équipe d'astronautes découvrant sur la Lune une pyramide de cristal datant de 2 milliards d'années. Le géologue de l'équipe d'exploration imagine qu'il s'agit d'une sentinelle, une sorte d'avant-poste, placée là pour savoir quand les humains seront assez avancés pour atteindre la Lune, et donc pour mesurer notre degré d'évolution. Démarre alors un projet titanesque, 25 spécialistes des effets spéciaux dont des spécialistes de l'industrie spatiale, 35 décorateurs de plateau, 70 techniciens supplémentaires, pour un budget total de plus de 10 millions de dollars, soit 5 millions de plus que La planète des singes. L'argument premier de Kubrick est de produire le premier long métrage de science-fiction doté de décors réalistes avec un futur proche et crédible cautionné par des scientifiques. Et pour ce faire, il va s'entourer du mathématicien Irving John Good et de l'auteur de science-fiction et de vulgarisation scientifique Isaac Asimov. Le film sera un succès international et marquera l'histoire du cinéma. Et plus précisément, je pourrais même dire l'histoire du cinéma de science-fiction. Puisque ça va être la première fois qu'un spectateur va voir ce film et va se dire « Putain, l'espace, c'est possible. L'espace, on peut y accéder. » Ouais, écoute, t'as 2 films. Et d'ailleurs, pourquoi tu t'es attardé sur ces 2 films-là ? Avant les années 60, la science-fiction est reléguée au rang de films de série B, désignant au départ les films les moins intéressants diffusés lors des doubles programmations. Et oui, autrefois les distributeurs américains proposaient les films par 2, un film de prestige au budget conséquent et un film à petit budget généralement issu de cinéma de genre. Durant les années 60, un nouveau courant de pensée cinématographique va voir le jour en France, la nouvelle vague, consistant à repenser le cinéma. Ce courant de pensée va traverser de l'Atlantique pour atteindre les États-Unis. Cette nouvelle vague va toucher dans un premier temps les œuvres littéraires de science-fiction. Puis, des réalisateurs vont commencer à lui attribuer des codes visuels. Voyant qu'il y a un filon à exploiter, de grosses productions comme la Fox
ou la MJN vont tenter de réaliser des œuvres laissant alors un budget conséquent à des films qui n'étaient quelques années auparavant que des bouches-trous visuels. Alors pourquoi je te parle de La Planète des Singes et de l'Odyssée de l'espace plus que d'autres films de science-fiction qui sont sortis avant Star Wars? Tout simplement parce que je pense que ces deux films plus que d'autres ont marqué l'esprit et la rétine des spectateurs. Tout simplement parce qu'ils sont sortis en 1968, soit un an avant que l'homme ne pose le pied pour la première fois sur la Lune. Lorsque les spectateurs ont été voir ces films, ils se sont dit tiens, ça ressemblera peut-être à ça dans un an lorsque Neil Armstrong posera le pied sur la Lune. Et donc, forcément, lorsque c'est arrivé, ils se sont dit bah tiens, la science-fiction, c'est peut-être plus de la science que de la fiction. Et je pense que l'événement plus ces deux films ont permis au genre de la science-fiction de récupérer ses lettres de noblesse. Elles vont aussi participer à l'éducation cinématographique de nombreux cinéastes qui à leur tour marqueront le cinéma comme George Lucas. Ah, d'accord. Mais question peut-être stupide, mais Il n'y a pas de question bête. c'est qui George Lucas? Celle-ci, si. Celle-ci, elle est con.